Le vrai courage naît souvent dans l'ombre de la pauvreté. Il était milliardaire, mais un jour, il perdit quelque chose de très précieux. Cette perte aurait pu lui coûter bien plus que de l'argent. Une humble ouvrière du bâtiment retrouva l'objet et le rendit sans connaître l'identité de son propriétaire. Pourquoi une femme aussi démunie ferait-elle un tel geste? Et comment ce simple acte a-t-il bouleversé leur existence? Voici l'histoire d'un homme riche tombé amoureux d'une ouvrière au cœur pur. Au cœur de Macondo, un quartier populaire de la capitale, vivait une jeune femme nommée Zina. Elle n'avait que 24 ans, mais son regard portait les cicatrices d'une vie difficile. Chaque matin, bien avant l'aube, elle attachait un foulard sur ses cheveux crépus, enfilait ses bottes usées et marchait jusqu'au chantier poussiéreux de l'autre côté du quartier. Zina n'était pas comme les autres ouvrières. Elle portait des briques sur la tête, mélangeait le ciment à la main et poussait sa brouette sans jamais se plaindre. Sous le soleil brûlant, elle transpirait, silencieuse et résolue. Elle vivait durement. La vie ne lui avait jamais offert de répit. À seulement 12 ans, elle perdit ses parents dans un accident de car alors qu'ils revenaient du village. Aucun oncle, aucune tante pour les prendre en charge. Zina se retrouva seule avec ses deux jeunes frères, Bayo, 8 ans, et Amina, 6 ans. Dès lors, elle devint leur pilier, leur guide, leur seul soutien. Elle commença par vendre du pain en bord de route, puis lava le linge des autres. Mais ses efforts ne suffisaient plus. Un jour, elle supplia un maçon de lui apprendre à travailler sur les chantiers. C'est ainsi qu'elle apprit à transporter des briques pour survivre. Malgré les blessures, malgré la fatigue, elle ne se plaignait jamais. Parfois, quand ses bras tremblaient, elle s'asseyait à l'ombre d'un mur et murmurait au ciel, « Un jour, ça changera ». Ce qu'elle ignorait, c'est que ce changement était déjà en marche. Dans un quartier huppé de la même ville vivait un jeune milliardaire nommé Kehad. Âgé de 30 ans, il était grand, discret et peu bavard. On voyait souvent son visage dans les journaux économiques et son nom s'étalait sur les panneaux immobiliers. Il possédait 2 grandes agences, l'une au Nigeria, l'autre aux États-Unis. Pourtant, peu savaient qu'il détestait le bruit, les soirées mondaines et les faux sourires. Né dans l'abondance, il ne s'en vantait jamais. Sa mère, une femme douce, lui répétait souvent, « Respecte les autres, même ceux que la vie a cassés. » C'est là que se cache la vraie richesse. Il n'oublia jamais ces mots. Pourtant, malgré sa fortune, ses belles voitures et ses maisons, Kehad sentait un vide. Il n'avait jamais trouvé une femme à aimer. Des femmes élégantes, ambitieuses et brillantes avaient traversé sa vie. Mais il percevait toujours une ombre derrière leurs gestes, l'intérêt. « Je veux une femme vraie », disait-il souvent. Une femme qui ressente la douleur, qui voit l'homme derrière l'argent. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme vivait non loin. Le destin avait déjà commencé à écrire leur histoire. Bientôt, leurs 2 mondes opposés allaient se rencontrer de façon inattendue. Après plus d'une décennie passée aux États-Unis, Kehad décida de revenir au Nigeria. Pas pour se montrer, mais pour souffler. 2 mois de vacances, de visites de terrain et de promenades tranquilles au matin. Ce jour-là, il se leva tôt, décida d'aller faire quelques achats, et visita l'un de ses terrains. T-shirt vert, jeans simple, casquette. Pas de garde du corps, pas de luxe visible. Juste lui et un SUV noir. Je veux juste respirer aujourd'hui, souffla-t-il en saisissant ses clés. Il se rendit dans un supermarché discret, près du chantier qu'il voulait inspecter. Il acheta des encas, des produits de toilette, et, comme à son habitude, sourit au caissier. Il rangea son portefeuille noir dans sa poche arrière et sortit. Mais en marchant vers sa voiture, il ne vit pas ce qui venait de tomber. Son portefeuille. À l'intérieur, son permis américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, ses cartes professionnelles, et plus de $2000 en espèces. Installé dans son véhicule, il ouvrit une bouteille d'eau, l'air paisible, sans savoir ce qu'il venait de perdre. Ce jour-là allait tout changer. De son côté, Zina marchait vers le chantier, le ventre vide. La veille, ils avaient à peine mangé. Elle décida de s'arrêter au même supermarché pour acheter une boisson gazeuse et quelques galettes. Elle compta 2 fois les pièces dans son sac, pour être sûre de ne pas manquer. Après ses achats, Zina sortit discrètement du supermarché. Près du parking, quelque chose attira son regard, un portefeuille noir. Elle s'arrêta, scruta les environs. Personne ne semblait le chercher. Elle s'approcha, se pencha, le ramassa. Il était lourd. À l'intérieur, elle découvrit de la monnaie étrangère,
des cartes de visite et des documents. Écarquillant les yeux, elle murmura, « Qui a bien pu oublier ça ici ?» Elle fit un pas en arrière et sortit une carte de visite. Le numéro affichait un indicatif étranger, sans trace de WhatsApp ni de contact local. Elle tenta d'appeler, mais l'appel échoua. Elle regarda de nouveau autour d'elle. Toujours personne. Elle aurait pu partir avec. Personne ne l'aurait su. Mais une voix intérieure lui soufflait, « Ne fais pas ça. » Zina retourna dans le supermarché et s'approcha de la caisse. « Excusez-moi, dit-elle calmement, j'ai trouvé ce portefeuille dehors, près du parking. Il est sûrement tombé de la poche de quelqu'un. » La caissière, surprise, lui répondit, « Vous voulez dire, ce genre de portefeuille ?» Zina acquiesça. « S'il vous plaît, remettez-le à la sécurité. Si la personne revient, rendez-le lui. » La caissière la fixa longuement. « Vous êtes une femme bien. » « Merci. » Elle lui remit le portefeuille, puis quitta le magasin. Pendant ce temps, à la station-service voisine, Keun venait de garer son SUV. « Plein, s'il vous plaît, » dit-il au pompiste. « Carte de débit ou espèce ?» demanda le jeune homme. « Carte, » répondit Keun. « Dans ce cas, mieux vaut payer d'abord. Parfois, le réseau tombe. »« D'accord, » répondit Keun. Il chercha son portefeuille dans la poche arrière. Vide. Il vérifia la poche avant. Rien. Il fouilla sa voiture, siège passager, tableau de bord, banquette arrière, sac. Toujours rien. Son cœur accéléra. Mon portefeuille. Où est-il? Il regarda le pompiste. 1 minute. Il sauta dans sa voiture et fonça vers le supermarché. Seigneur, fais que je le retrouve. Quelques minutes plus tard, il entra en trombe dans le magasin. Il courut jusqu'à la caisse. « Excusez-moi. Je suis passé ici il y a environ 1 heure. J'ai perdu mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un ?» La caissière le fixa. « Vous avez acheté des snacks, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Keun. « Une jeune dame a rapporté un portefeuille peu après votre départ. Elle l'a remis à notre agent de sécurité. » Keun poussa un soupir de soulagement. « Puis-je lui parler ? » « Je vais l'appeler, » dit-elle. Peu après, un homme grand et costaud vêtu d'un uniforme bleu foncé arriva, badge, Monsieur Amos. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir. J'ai perdu mon portefeuille ce matin. On m'a dit que quelqu'un vous l'a confié. »« En effet, » répondit Monsieur Amos. « Mais avez-vous une preuve qu'il vous appartient ? » ?»« Oui. Mes cartes de visite sont dedans. Je m'appelle Keun Bakari. Vous trouverez aussi une photo. » L'homme ouvrit un tiroir, sortit un portefeuille noir et l'examina. Il trouva les cartes et la photo. Il le rendit à Keun. « Vous avez raison. C'est bien à vous. » Keun ouvrit doucement le portefeuille. Tout était là. Rien ne manquait. Il serra l'objet contre lui, ému. « Où est la dame ? » « Celle qui l'a rendu ? » La caissière répondit, « Elle n'a rien dit. Elle est juste venue acheter une boisson et a rapporté le portefeuille. » « Elle n'a pas laissé de numéro ? » ?»« Non, monsieur. Elle n'a même pas attendu un remerciement. » Keun réfléchit, puis demanda un stylo et un papier. Il écrivit son numéro et le tendit à la caissière. « S'il vous plaît, si elle revient, donnez-lui ça. Dites-lui de m'appeler. »« Je le ferai, monsieur. » Il sortit quelques billets de Nera et les remit au caissier et à Monsieur Amos. « Merci, pour votre honnêteté. » Tous deux le remercièrent en souriant. Keun, avant de repartir, jeta un dernier regard autour du parking, espérant l'apercevoir. Elle n'était plus là. Mais il sentait que ce n'était pas fini. Ce soir-là, Keun resta éveillé dans sa grande chambre silencieuse. Les lumières éteintes, les pensées pleines. Il ne cessait de revoir le visage de la jeune femme qui avait rendu le portefeuille. Elle n'a rien pris. Même pas un billet, murmura-t-il. Il s'assit sur le lit, songeur. Je ne sais même pas son nom. J'aimerais pouvoir la remercier en personne. 3 semaines passèrent. Un après-midi, Zina retourna au même supermarché. Elle avait économisé un peu d'argent et voulait acheter de quoi nourrir ses petits frères, Bayo et Amina. Elle semblait fatiguée, mais concentrée. En entrant, elle ne vit pas la caissière qui lui faisait signe. « Maman, excusez-moi,
lança la caissière. Pas de réponse. Quelqu'un tapota le bras de Zina. On vous appelle là-bas. Zina se retourna. La caissière s'avança, souriante. Bonjour, maman. Désolé de vous déranger. Un homme vous a laissé ceci. Elle lui tendit un petit papier plié. Zina cligna des yeux, confuse. Qui vous a donné ça? L'homme dont vous avez retrouvé le portefeuille. Il a dit que si vous reveniez, je devais vous remettre ce message. Zina resta figée. Ses doigts se resserrèrent sur le papier. Elle ne s'attendait à rien. Surtout pas après 3 semaines. Merci, dit-elle doucement. Il avait l'air très sincère, ajouta la caissière. Zina rangea le papier dans sa main, l'esprit troublé. De retour chez elle, elle le glissa dans son sac de provisions. Plus tard, au moment du rangement, Amina, sa petite sœur, triait les courses et jeta les sacs en papier à la poubelle. Sans savoir que le petit papier s'y trouvait. Quand Zina s'en souvint, il était trop tard. Le lendemain matin, elle se réveilla légère. Puis le souvenir du papier lui revint. Elle sourit. Aujourd'hui, je vais l'appeler. Mais en cherchant le papier dans son sac, rien. Son cœur s'accéléra. Elle se rappela l'avoir mis dans les sacs de course. Elle cria, Amina. Oui, grande sœur. S'il te plaît, regarde si le sac du supermarché est encore là. La foi, c'est croire encore, même quand tout semble perdu. C'est ce qui portait Aïssatou quand elle entendit sa petite sœur, Binta, dire, il y avait un papier dedans, mais je l'ai jeté hier. Le cœur d'Aïssatou s'arrêta une seconde. Sans réfléchir, elle traversa la rue, pieds nus, jusqu'à la grosse poubelle verte du coin. Elle souleva le couvercle, vide. Les éboueurs étaient déjà passés. Elle resta debout, les bras ballants, puis s'assit lentement au sol. Les larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Pourquoi maintenant, murmura-t-elle. Mais au bout d'un moment, elle essuya son visage, se leva et dit à mi-voix, si c'était censé arriver, alors ça arrivera. Elle songea à retourner au supermarché, peut-être retrouver la caissière, redemander le numéro. Mais elle recula. Elle ne voulait pas paraître désespérée. Alors, la tête haute, elle rentra chez elle. Pourtant, au fond d'elle, une flamme d'espoir brûlait encore. 2 semaines passèrent. La vie continua. Aïssatou repartit au chantier chaque jour, épuisée mais digne. Un samedi matin, sa voisine Aminata frappa à la porte, il y a une distribution gratuite au secrétariat local. Riz, livres, boissons, bien avec les enfants. Aïssatou accepta. Sur place, elle reçut un petit sac de riz et du concentré de tomates. En se retournant, elle vit une femme à la buvette. Un visage familier. Elle plissa les yeux, c'était la caissière du supermarché. Celle-ci la reconnut aussitôt. C'est toi qui as rendu le portefeuille, hein? Aïssatou sourit. Oui, maman. Mais j'ai perdu le numéro. La dame se pencha et murmura, l'homme est ici. C'est lui qui organise tout ça. Aïssatou eut un sursaut. La caissière pointa un SUV noir garé discrètement à l'ombre. Il est là. Puis elle s'éloigna vers la voiture. Aïssatou voulut protester, mais trop tard. Quelques instants plus tard, un homme descendit. Grand, sobre, le regard calme. Il s'avança lentement. C'était Madiba. Le milliardaire. Leurs regards se croisèrent. Il dit, je vous ai enfin retrouvé. Je suis Aïssatou, répondit-elle timidement. J'ai cherché partout. Elle expliqua la perte du numéro. Il hocha la tête doucement. Peut-être que ce jour n'était pas un hasard. Peut-être qu'on devait se retrouver ici. Il lui tendit son téléphone. Donne-moi ton numéro. Elle le tapa prudemment. Il lui donna un appel manqué. Appelle-moi quand tu arrives. Elle sourit. Avant de partir, il sortit une enveloppe. Pour quelques courses, dit-il simplement. Aïssatou la prit, les yeux brillants. Que Dieu vous bénisse. Sur le chemin du retour, elle monta dans un bus jaune. Fatiguée, elle posa son téléphone sur ses genoux pour sortir l'argent du transport. Une fois descendue, elle réalisa avec horreur, son téléphone était resté dans le bus. Trop tard. Chez elle, elle chercha désespérément. Rien. Elle s'assit, ferma les yeux et murmura, Dieu, tu es fidèle.
De son côté, Madiba, le soir, tenta de l'appeler. Répondeur. Encore. Et encore. Inquiet, il retourna au supermarché le lendemain. Vous savez où elle habite? Demanda-t-il à la caissière. Non, monsieur. Elle est juste venue une fois. Déçu, il rentra. 2 jours plus tard, sur la route vers la périphérie, Madiba aperçut une vieille dame à un étal de bananes. Elle semblait familière. Il s'arrêta, s'approcha. Son cœur bondit. Maman, dit-il doucement. Elle leva les yeux, confuse. Qui êtes-vous? C'est moi, Madiba, le fils de Bayo et Salimata. Elle le fixa, puis éclata en larmes de joie. C'était Mariam, sa nounou d'enfance. Oh mon fils, Dieu soit loué. Tu as tant grandi. Il lui prit la main. Maman, que fais-tu ici? Elle détourna le regard. C'est une longue histoire. Il n'en demanda pas plus. Il lui tendit le bras. Viens. Je te ramène à la maison. Il l'aida à monter dans son véhicule, et ils prirent calmement la route. Une fois arrivé chez lui, il lui offrit une chambre chaude, des habits propres et un bon repas. Le lendemain, Obina entra dans la chambre et lui adressa un sourire chaleureux. Bonjour, maman, dit-il doucement. La vieille dame se redressa lentement, les larmes aux yeux. Bonjour, mon fils. Il s'approcha et essuya ses larmes avec un mouchoir. Sa voix trembla. Mon fils. Que Dieu te bénisse. Tu n'imagines pas ce que tu viens de faire. Tu m'as tiré de la honte, de la mendicité. Ces paroles le bouleversèrent. Il la regarda droit dans les yeux et déclara calmement. Tu ne m'en diras plus jamais. Et il le pensait sincèrement. Obina la conduisit ensuite dans le salon. Il lui offrit une tasse de thé bien chaud, puis s'assit en face d'elle, le regard plein de tendresse. Maman, pourquoi étais-tu allongée au bord de cette route? Que s'est-il vraiment passé? Elle soupira longuement. Ses yeux semblaient fouiller dans le passé. Mon fils, dit-elle lentement. Quand ton père et ta mère sont partis vivre aux États-Unis, ils m'ont laissé de l'argent. J'étais si heureuse. J'ai ouvert un petit commerce, je vendais de la nourriture au marché. J'ai même pu louer un petit appartement. Obina l'écoutait, silencieux, hochant la tête. Tout allait bien au début, poursuivit-elle. Puis les choses ont changé. Le commerce s'est affaibli. Les prix ont grimpé, les clients devenaient rares. Je perdais mes produits. Certains jours, je ne vendais presque rien. Sa voix s'assombrit. Un jour, le propriétaire m'a demandé le loyer. Je lui ai demandé un délai, il a refusé. 2 semaines plus tard, il est revenu avec 2 hommes. Ils ont jeté mes affaires dehors. Les yeux d'Obina s'agrandirent. Il a fait ça? Elle hocha tristement la tête. Oui, mon fils. J'ai rassemblé mes affaires et je suis allé vivre dans ma boutique. C'était tout ce qui me restait. J'y dormais la nuit. Elle fit une pause, ses mains tremblaient. Une nuit, vers minuit, 5 hommes ont fait irruption. Ils ont brisé la porte. Quand j'ai crié, l'un d'eux m'a menacé avec une arme. Ils ont pris tout l'argent du mois, mon téléphone, et mes produits les plus chers. Obina se pencha davantage, les mains serrées. Le mois suivant, la propriétaire du local est venue. Elle m'a dit, si tu ne paies pas, pars. J'ai pleuré, supplié, mais elle a fermé la boutique. Des larmes coulèrent sur le visage d'Obina. Il cacha sa bouche et détourna les yeux pour ne pas craquer. Maman, tout ça t'est arrivé. La vieille femme acquiesça. Ses lèvres tremblaient. Le cœur d'Obina était en miettes. Il resta figé, silencieux, absorbé par la douleur. Après ce moment difficile, il se leva, se rendit dans son bureau et, sans perdre de temps, prit son téléphone. Il appela son ingénieur. Bonjour monsieur, répondit la voix à l'autre bout. Bonjour. J'ai un projet spécial. Je vous écoute. Je veux une maison de 4 chambres. Solide, mais simple. Et je la veux prête dans 2 mois. 2 mois? Oui. C'est pour quelqu'un de très spécial. Elle y emménagera dès la fin. Après un instant de silence, l'ingénieur répondit. C'est noté, monsieur. Une semaine plus tard, le chantier démarra. Les murs commencèrent à s'élever, jour après jour.
La maison était située dans un quartier paisible près d'Abomey-Calavi, calme et sécurisé. Quelques semaines plus tard, par une chaude après-midi, Obinna se rendit sur le site. Il voulait constater l'avancement. Il descendit lentement de son 4x4 noir et observa les lieux. La maison était à moitié construite. Le toit n'était pas encore posé, mais les murs se dressaient déjà. Alors qu'il s'approchait du bâtiment, son regard fut attiré. Une jeune femme, en foulard poussiéreux et t-shirt large, portait un bloc lourd sur la tête. Elle marchait, concentrée. Mais son visage, ce visage, lui semblait familier. Son cœur s'emballa. Il plissa les yeux. Est-ce que c'est, elle? Il fit quelques pas. La jeune femme avança encore, la sueur coulant sur ses joues, les mains couvertes de ciment. Amina? Appela-t-il doucement. Elle s'arrêta net. Se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Monsieur? C'est encore vous, dit-elle, la voix brisée. Ils restèrent figés, pleins de confusion et de souvenirs. Obinna s'approcha. Tu sais, le jour où on m'a dit qu'une jeune femme avait retrouvé mon portefeuille rempli de devises et me l'avait rendu, alors qu'elle aurait pu tout prendre. J'étais sans voix. Amina resta muette. J'avais prévu une récompense. Je t'ai attendu. Mais te voir ici, portant des blocs sous ce soleil, et savoir que tu m'as rendu ce portefeuille sans rien prendre. Il secoua la tête, touché. Puis il dit d'un ton calme mais déterminé. Pose ce bloc. Viens avec moi. Les doigts d'Amina serrèrent le bloc. Elle leva les yeux, hésitante. Quel était le plan d'Obinna? Maintenant qu'il connaissait la vérité sur elle, que ferait-il? Cette rencontre bouleversante allait-elle être le début de leur histoire d'amour?